Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo, donc c'est l'épisode 2 des séries que j'ai décidé de stopper là, puisque tout simplement ce que j'en ai lu ne m'a pas convaincu suffisamment pour pouvoir découvrir la suite. Donc dans le premier épisode, je vous avais présenté 16 titres, et sans le vouloir, il y a à nouveau 16 titres dans l'épisode 2. Donc ça prouve que je devrais les faire un peu plus régulièrement, ce type de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc rentrons dans le vif du sujet. Par contre du coup pour certains je vais rentrer un peu plus dans les détails, pour d'autres je vais juste vous faire une liste de points qui fait que je ne poursuis pas cette série. C'est surtout pour vous présenter les titres qui ne m'ont pas convaincu du tout, même si pour certains ils ont eu de très bons avis. Donc rentrons dans le vif du sujet, et la première série que je vous propose dans cet épisode c'est La Maison de la Nuit de Christine et PC Cast chez PKJ. Il faut savoir que j'avais les 12 tomes que j'avais payé 9 dans ma pile à lire. J'ai lu le premier tome tout début 2019, j'aurais pu vous dire quand. Et malheureusement, ça a été un flop total. On a un livre qui fait un peu plus de 300 pages, où on ne développe pas la mythologie, où on ne développe pas les personnages. Les personnages sont plats, lisses, on ne développe pas l'intrigue, on ne développe pas non plus le milieu dans lequel on évolue. On a des personnages, on a une succession d'événements, de révélations, d'actions, mais sans qu'il y ait une certaine logique entre. En fait, on a l'impression qu'on a voulu nous bombarder de choses, et sans rien travailler, sans rien développer, sans que rien ne soit vraiment fouillé. Et donc clairement, à la fin de ce premier tome, ça m'a gonflé. Pour être honnête, j'en avais déjà marre à un tiers du livre. J'ai dit, bon, je vais lui laisser sa chance, je lis le premier tome, on verra ce que ça donne. Et Sylvie m'a clairement dit que dans les autres tomes, c'était comme ceci, tout s'enchaînait très vite, sans réelle explication. Et c'est clairement pas le genre de série que j'apprécie, donc je laisse tomber tout simplement, et j'ai revendu du coup les 12 tomes. Ensuite, on a Illuminae de Anne Kaufman et G. Christophe chez Casterman. Donc ici, on est dans un titre de space opéra. Si l'objet et le travail éditorial qui a été fait pour ce titre est quand même très bien fait. Dans l'ensemble, il y a juste quelques pages qui sont en double page qui m'ont posé problème plutôt pendant la lecture. Sinon, je veux dire, il y a un sacré travail éditorial, et ça, il faut le reconnaître à la maison d'édition. Maintenant, j'ai pas aimé le contexte des vaisseaux, etc. Donc je pense que le space opéra n'est peut-être pas fait pour moi. Et je me suis pas plus attachée que ça aux personnages. On a encore une fois beaucoup de personnages que des fois on ne revoit pas, on ne sait pas pourquoi. On a beaucoup d'actions, et je trouve qu'il manquait quelque chose pour que la mayonnaise prenne avec moi. Ça n'a pas pris, j'étais pas plus intéressée que ça par le sort des personnages. Je ne sais pas pourquoi j'avais le mot score en bouche, qui n'a aucun rapport, mais bon bref. Et je n'ai pas accroché, donc je laisse tomber. Ensuite, on a Elia, la passeuse d'âme, donc le tome 1 de Marie Vareille chez PKJ. Désolée pour PKJ, mais là, voilà. Pareil, les personnages vivent des choses qui sont quand même très douloureuses, très sombres, très tristes par moments. Malheureusement, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait que... est-ce que ça vient de la plume? Est-ce que ça vient de la manière dont les personnages sont développés? Je sais pas, je saurais pas vous dire, mais il y a quelque chose qui a fait que je me suis pas attachée à eux. J'ai eu du mal à finir cette lecture, Sylvie le sait, et j'ai décidé d'arrêter là. C'est une dystopie, alors oui, il y a des choses nouvelles. Maintenant, il y a des choses qui se passent qui sont un petit peu trop rapides à mon goût. Il y a des choses qui se passent où j'ai pas trop vu l'intérêt pour le moment. J'aurais préféré qu'on se concentre sur autre chose. C'est pas grave, tant pis, ça l'a pas fait avec moi, mais je sais que c'est des titres qui ont beaucoup marché, même si, pas avec moi. Ensuite, on a Les Animaux Presque Disparus, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui est publié chez Hachette. En tous les cas, vous aurez les titres, les auteurs, les maisons d'édition en barre d'infos, comme d'habitude. Donc ici, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on nous mette une mythologie avec des animaux presque disparus. Donc tout le monde pense qu'ils ont disparu, sauf une poignée d'êtres humains. Donc ça, c'était un gros point positif pour moi. Maintenant, j'ai pas spécialement trouvé que les réactions étaient adaptées à l'âge des personnages. Certains personnages adultes sont d'une cruauté sans nom et d'une bêtise sans nom par la même occasion. Et je sais pas, la façon dont l'histoire nous est racontée, la façon dont les personnages nous sont présentés, malheureusement, j'ai pas adhéré non plus à la façon de faire.
Donc comme je vous dis, il y a un gros point positif avec cette mythologie sur des animaux qu'on voit très très peu en fantastique et encore plus en fantastique jeunesse, qui était intéressante, mais malheureusement le reste fait que je n'ai pas envie de poursuivre tout simplement. Ensuite on a Les voleurs de vœux, dont j'ai oublié le nom de l'autrice, parce qu'il me semble que c'est une femme qui l'a écrit, publié chez Milan, donc aussitôt sorti, aussitôt acheté, aussitôt lu. Et encore une fois, ça ne l'a pas fait. J'ai beaucoup aimé deux thématiques importantes qui sont dans le roman. C'est tout d'abord que notre héros principal est un jeune garçon qui est malentendant, donc il a des prothèses auditives pour pouvoir communiquer. Et on voit l'impact que ça a sur sa vie au quotidien, du fait de devoir enlever les prothèses. Qu'est-ce qui se passe quand il ne les a pas? Est-ce que les prothèses sont 100% opérationnelles et lui permettent de vivre une vie normale? Tout ça va être abordé dans le livre et ça c'était plutôt intéressant. Il y a aussi toute une réflexion sur la formulation de vœux. Est-ce qu'on peut souhaiter vraiment tout et n'importe quoi? Quelles peuvent être les conséquences si nos vœux se réalisent tels qu'on les demande? Donc voilà, deux thématiques plutôt très bien faites. Maintenant, c'est le reste qui m'a posé problème. Hormis notre jeune héros, je ne me suis pas spécialement attachée aux personnages. Les personnages adultes sont... ils ont des réactions très bizarres. Ils n'ont pas des réactions d'adultes. On dirait des gosses capricieux, en fait, clairement. Donc j'ai pas trop compris. Pour moi, il y avait des adultes, donc ça aurait dû être un point positif. Au final, c'est un point négatif pour moi. Donc déjà là, c'est qu'il y a un souci. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, ça ne l'a pas fait. Et on a une succession d'événements qui va se passer, que ce soit de l'action, des révélations, où il y a du danger, etc. Mais je sais pas, quelque chose dans la façon d'amener cette intrigue, d'amener ces événements m'a perturbée et a fait que je n'ai pas passé un excellent moment avec ce titre, malgré deux thématiques intéressantes, donc j'arrête là également. Ensuite, nous avons Nos chemins de travers, le tome 1, si je ne me trompe pas, de Georgia Caldera chez J'ai lu. Donc pareil, lecture commune avec Sylvie. Je peux vous garantir que Sylvie s'est fait lâcher un certain nombre de fois cette année pendant les LC. Et j'en suis désolée pour elle. Mais on a commencé ce titre et encore une fois, j'ai le problème de ce qui se passe avec la romance. On a une jeune fille assez niaise, assez nunuche, faut dire ce qui va tomber folle amoureuse du bad boy par excellence, celui qui parle aux femmes comme une merde, celui qui les traite comme des chiens. Enfin, on a vraiment le comportement masculin qui m'exaspère et m'insupporte au plus haut point en fait. Parce que notre héros masculin c'est ça. C'est un kéké, il fait le kéké avec ses potes, il en a rien à foutre de tout le monde, il prend les gens de haut, il ne se prend pas pour une merde. Il va avoir un accident, sa vie va être chamboulée, du coup il va être ronchon, grincheux, il va envoyer chier tout le monde, encore plus qu'avant, hein, et de façon beaucoup plus désagréable. Et notre petite fille, toute gentille, toute nunuche, toute nièce, va devoir s'occuper de lui parce qu'on le lui a demandé, qu'elle n'a pas osé refuser, et bien entendu elle est folle amoureuse de lui. Clairement c'est le type de synopsis qui m'exaspère. Tout le monde, désolé, j'ai eu un coup de fil entre temps donc j'ai dû faire une pause, donc je vais vous parler de Nos chemins de travers. Donc moi le problème qu'il y a c'est que pour moi c'est une histoire où il y avait beaucoup trop de clichés. Beaucoup trop de clichés, alors déjà des clichés que je n'apprécie pas de base. Et puis à un moment donné je pense qu'on peut quand même écrire des histoires qui, même si il y a un code qui revient, qui puissent quand même être un peu différentes. Moi j'ai pas du tout été emballée par ce titre que j'ai stoppé en plein milieu de lecture. Je sais que beaucoup ont eu un coup de cœur pour ce titre, mais moi les personnages comme ça je peux pas en fait. Quand ils sont juste exécrables au possible et que limite on a l'impression que la nana c'est grâce à eux qu'elle va découvrir la vie, ça m'horripile et ça me dresse le poil de façon considérable et je préfère stopper là direct quoi. C'est clairement pas quelque chose qui est fait pour moi. Ensuite, nous avons Samantha Spinner et les plans super secrets pour le tome 1, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ici, on est dans un univers où on a des petits enquêteurs, des petits espions, ce genre de choses. Et je m'étais dit que ça pouvait être fun, divertissant et que ça pouvait changer de ce qu'on a l'habitude de lire. Malheureusement, on est avec un univers très rocambolesque, tout est dans l'exagération et avec un humour très british. Alors, il faut savoir que l'humour british est quelque chose qui ne fonctionne pas sur moi, ça ne me fait pas rire, ça me fait lever les yeux au ciel et souffler un nombre incalculable de fois. C'est-à-dire qu'il y en a qui adorent tout ce qui est Mr Bean, tout ce qui est...
comment il s'appelle, l'espion ou l'enquêteur, je sais pas quoi, là, roux avec des grosses lunettes, je sais pas quoi, Flower, là. Austin Power, pardon. Tous ces genres de trucs ne me fait pas rire du tout, je passe pas du tout un bon moment avec. Donc entre le fait que tout était dans l'exagération, dans le rocambolesque, ça ne m'a déjà pas plu, et vous rajoutez en plus cet humour auquel je ne suis pas du tout sensible, comment vous dire qu'au bout de 100 pages, j'ai vite laissé le livre de côté. Parce qu'au bout de 100 pages, j'en avais déjà marre. Enfin, rien n'était... Du coup, rien n'était cohérent. Bon, c'est voulu apparemment hein, par l'auteur, vu le style d'écriture et le style de l'histoire. Je pense que c'était clairement ce que l'auteur cherchait. Malheureusement, c'est clairement quelque chose que moi, je ne cherche pas dans mes lectures et que je n'apprécie pas. Donc, bah, malheureusement, ça a été un flop pour moi. Donc, bah, voilà. Ensuite, on a, et là, je sens que je vais me faire détester, on a Les Sœurs Carmine de Ariel Holz chez Naos, je crois, de mémoire. Donc j'avais très envie de découvrir cet univers me faisait très envie, je pensais vraiment aimer. Et j'ai commencé le premier tome. Et arrivé, je crois, aux alentours des 80 pages, je pouvais pas. Je pouvais pas. L'univers est très particulier, alors ce qui peut être un excellent point positif. Parce qu'au moins sur ça, on ne pourra pas reprocher à Ariel Holz d'avoir fait comme tout le monde. Il a vraiment créé son propre univers, ses propres codes, ses propres personnages. Il a vraiment créé quelque chose d'assez unique en son genre. Donc sur ça, franchement, je lui tire mon chapeau. Malheureusement, je n'ai pas été sensible ni à l'univers, ni aux personnages. Excepté Dolorine et... c'est Monsieur Nyx, je crois, la peluche de la petite Dolorine. Concernant les deux autres personnages, les deux autres sœurs, je n'ai pas du tout aimé. Donc on a Tristabel et je ne sais même plus comment elle s'appelle. Mais voilà, j'ai pas été sensible aux personnages. J'aimais bien par moments l'humour noir de Monsieur Nyx. Même si pourtant d'habitude je suis pas sensible à l'humour noir. Et là bizarrement c'est ce qui a le plus marché sur moi. On évoluait dans un univers qui, je sais pas pourquoi, m'a fait penser un peu à Six of Crow, que j'ai pas aimé non plus et que j'ai aussi abandonné autour de 80 pages. Et je me dis que c'est peut-être des thématiques avec tout ce qui est autour des vols, etc. qui est peut-être pas fait pour moi tout simplement. Hein. Mais en tout cas, bah, je n'ai pas su accrocher. La plume était pour le coup un peu plus travaillée que ce que je pensais. Et du coup, ben, c'était pas ce que j'avais spécialement envie de lire non plus. Donc voilà. J'ai Fingus Magalister. Je crois que c'est comme ça le titre, qu'il a écrit en jeunesse, donc je le tenterai. Maintenant, je sais que L'âme vive, par exemple, son nouveau titre ne me fait pas envie. Et ben, Les Sœurs Carmine, moi qui pensais vraiment aimer, adorer, ça a été un flop total. Bon, ça a fait le bonheur de Sylvie, qui du coup a pu me racheter les tomes 2 et 3 pour compléter la série. Mais moi, j'ai pas été sensible. Ensuite, on a Echo de... il est où le livre? Parce que j'en ai un autre de l'auteur dans ma palle. Je suis en train de chercher où il est pour vous retrouver le nom de l'auteur justement. Et vu qu'il est dans une double rangée, eh ben je ne le vois pas. C'est Benoît quelque chose. Voilà. Ça vous aide beaucoup, hein. Ouais, moi aussi. De toute façon, je vous le mets là. Ici, on est sur un univers avec un peuple qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, j'en avais jamais... j'avais jamais lu un livre avec ce peuple. C'est un univers, encore une fois, assez unique en son genre. Un univers qui est plutôt intéressant. Malheureusement, je me suis fermement ennuyée avec ce premier tome parce qu'il ne se passe pas grand chose. Que ce soit au niveau de l'action, bon ça c'est encore une chose. Mais on aurait pu nous mettre des petites révélations, plus de mystère, peut-être plus d'interaction entre les personnages. Mais en fait, j'ai trouvé que ce premier tome était malheureusement plutôt plat. Alors, il y a de jolies illustrations dedans. Il y a une mythologie sur ce type d'être vivant qui était intéressante, mais qui n'a pas été assez développée à mon goût. On n'en sait pas assez sur eux. Et malheureusement, bah, j'ai pas été totalement immergée. Alors, je l'ai fini parce qu'il est très court. Et puis que je m'étais dit que ça arriverait peut-être dans la seconde moitié du premier tome, mais ce n'est pas le cas. Donc, bah, dommage. Ensuite, on a Anne et Jack, alors je ne sais plus de qui, chez Nats Éditions. Donc ici, on y suit, c'est une histoire de piraterie tout simplement. Donc j'avais envie de changer, je m'étais dit que ça aurait pu être l'occasion de passer un bon moment. Ce que je ne savais pas en le lisant, c'est que c'était inspiré de faits réels. Donc moi je l'ai lu comme ce que c'était. On nous dit bien un univers de fantaisie jeunesse. Donc à partir du moment où c'est de la fantaisie, pour moi...
il n'y a pas de propos véridiques ou de choses inspirées de telle et telle histoire en fait. Si c'est de la fantaisie, c'est de la fantaisie. La fantaisie, c'est clairement de l'imaginaire. Ce n'est pas... dans ce cas-là, il aurait mieux valu le placer dans quelque chose de plus fantastique ou préciser que c'est inspiré d'une histoire vraie, tout simplement. Parce que moi, j'ai trouvé que les choses n'étaient pas cohérentes. Alors, on m'a dit que si à l'époque ça se passait comme ça, etc. Moi je vois pas les choses comme ça. Après ben, peut-être que dans le contexte historique là c'était le cas. Maintenant le contexte historique est très peu développé. Donc si vous n'êtes pas une férue d'histoire et que vous ne connaissez pas avec détail cette période là, vous ne pouvez pas savoir. Moi je connais certains pans de l'histoire de France particulièrement. Et encore, je n'ai pas toutes les informations. Maintenant l'histoire des États-Unis, je la connais que très très peu. J'ai lu d'autres livres où on s'inspirait de faits véridiques, où le contexte historique, social était beaucoup plus facile à comprendre au lecteur, même qui n'avait aucune connaissance dans cette partie de l'histoire, parce que l'auteur ou l'autrice nous mettait en place les éléments nous permettant d'y arriver en fait. Sauf que là, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc moi, je l'ai pris comme un livre de fantasy, totalement inventé par l'auteur, etc. Donc il y avait des cheminements, des réactions que je ne comprenais pas. Je n'ai pas été particulièrement non plus emballée par tout ce qui est le côté plus ou moins légende de l'histoire. Et ensuite quand on m'a reproché en gros de trouver que les trucs n'étaient pas cohérents alors que ça passait d'une histoire vraie, et là malheureusement je l'ai très mal pris parce que j'ai eu l'impression de m'être fait avoir, de m'être fait leurrer, parce que pour moi à partir du moment où on s'inspire de faits véridiques, ça doit être précisé soit sur la 4e de couverture, soit faire un aparté dans le livre, au début, à la fin, peu importe, mais nous dire quand même que ça s'inspire de faits véridiques. L'autrice, elle me dit, oui, mais j'en parle sur mon site. D'accord, donc c'est encore à moi de faire des recherches pour aller voir sur son site, pour découvrir qu'en effet, ça part d'une histoire vraie. Moi, quand je lis un livre, je ne fais pas des recherches de tous les côtés, je ne me pose pas de questions. Je prends le livre, je le découvre et point. Éventuellement, si ça m'a suffisamment intéressé et tout, et que je veux en savoir plus, ensuite je peux aller faire des recherches, mais c'est pas systématique. Donc en fait c'était de ma faute parce que je connaissais pas le contexte historique en gros, et que c'était limite à moi de me renseigner. Bah non, vous me parlez d'un univers de fantasy jeunesse, à aucun moment donné c'est précisé, donc je vois pas en quoi j'irais faire des recherches. C'est comme si maintenant je lis un livre de Gabriel Katz et qu'ensuite je fais des recherches sur le contexte historique, alors que c'est de la pure fantaisie imaginaire. Donc je vois pas pourquoi j'irais faire des recherches sur un univers que je pense totalement imaginé en fait. Donc ce livre m'a mis plutôt... une fois que j'avais rendu ma chronique, j'étais plutôt en colère, je dois vous le dire. Ensuite on a Le Pacte de Sobiane Viviane et Jenny Han, publié aux éditions Panini dans leur collection Scarlett, pardon. Donc ici on est dans un pacte de 3 filles qui vont faire un pacte pour se venger de certaines personnes de leur lycée. Alors je pensais que ça allait être des choses beaucoup moins graves, beaucoup moins importantes. Je m'attendais vraiment à un truc girly de filles, machin, où il y aurait des histoires de vengeance, mais par exemple parce que l'une avait piqué le copain à l'autre, je m'attendais à ce type de vengeance. Or on est dans des choses beaucoup plus graves, où les choses vont clairement déraper et provoquer toute une série d'événements qui peuvent être vite dramatiques. Et du coup je n'ai pas adhéré parce que j'ai trouvé que c'était... Alors on reproche aux gens d'être méchants gratuitement et de faire certaines choses, mais on se venge en faisant pire qu'eux. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en fait. Je pense qu'il y avait des manières peut-être plus intelligentes de se venger sans commettre les atrocités qu'elle s'apprête à commettre. En fait, tout simplement. J'estime qu'on ne se venge pas de quelqu'un en lui faisant pire en fait. Enfin, en faisant des actes pires. On peut... entre guillemets se venger, alors déjà le terme se venger je n'aime pas ça, mais éventuellement on peut faire comprendre les choses de façon plus intelligente et sans mener à des actes qui peuvent condamner la suite de l'existence de quelqu'un ou que ça devienne encore plus grave malheureusement quoi. Et donc j'ai pas vraiment apprécié, j'ai trouvé que les filles étaient rentrées vraiment dans un désir de pure vengeance sans chercher à savoir si les retombées qu'il pourrait y avoir, sans chercher à savoir si ce qu'elles faisaient c'était bien. Il y avait que la vengeance qui les animait et ça m'a déplu. Donc voilà. Ensuite on a La Princesse et l'Alchimiste de Amy Elward chez PKJ. Si je me trompe pas on l'a lu avec Tania, Marilyn et Sylvie. J'ai fini ce premier tome et je ne lirai pas la suite.
Je m'attendais à quelque chose, une fantaisie vraiment innovante, avec ce côté, en fait, la princesse fait une potion, elle veut que la personne qu'elle aime tombe amoureux d'elle, sauf qu'elle va boire elle-même la potion et va tomber amoureuse d'elle-même, en fait, clairement. Ce qui peut être assez cocasse. Malheureusement, j'ai pas trop vu le... Je m'attendais à quelque chose que, justement, de ce côté-là, ce soit assez drôle, et que derrière, il y a l'univers de fantasy plus poussé. Malheureusement, les passages avec elle n'ont pas été spécialement drôles, hein. Et donc il va y avoir une grande chasse qui va être mise au point dans le royaume pour que les meilleurs alchimistes trouvent la potion équivalente, enfin la potion inverse plutôt, pour annuler les effets de la potion de la princesse. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il se passait des fois peut-être trop de choses sans explication logique, sans fil conducteur. Les réactions des personnages n'étaient pas forcément toujours logiques, toujours cohérentes. J'ai trouvé qu'en fait ça faisait très lecture pour 10-12 ans, plus que lecture young adulte. Ouais, je sais pas. L'univers m'a pas spécialement emballé. Les personnages m'ont plus agacé que ce qui m'ont intéressé. Et ce qui aurait pu être drôle ne l'était pas. Comment vous dire que j'étais assez mal barrée. Ensuite, on a Marqué de Alice Broadway, je crois, chez PKJ, encore une fois. Donc comment vous dire que là, malheureusement, il y a, je crois, 4 sagas de PKJ dedans que j'annule. Enfin, que je ne lirai pas la suite. Je suis désolée pour eux, hein, mais c'est comme ça. Donc Marqué, c'est ce fameux livre avec les couvertures cuivré noir et rouge noir, où en fait, tous les événements marquants de votre vie sont tatoués sur votre peau. Et quand la personne décède, on découpe les carrés de peau où il y a des tatouages pour en faire un livre retraçant sa mémoire et qu'ensuite les proches peuvent honorer. Ça c'est pour les gens qui ont suivi le droit chemin. Pour les autres, les livres sont tout simplement ensuite brûlés sans que les personnes puissent repenser aux êtres chers et les honorer à leur bannière. Notre héroïne, j'ai trouvé qu'elle avait des réactions mais totalement démesurées. Elle est conditionnée dans quelque chose, elle part dans tous les sens, ça en devient incompréhensible, ça en devient chiant, clairement. L'univers, alors on a le contexte encore une fois, et l'univers en lui-même qui n'est pas assez développé. Alors parfois je vous dis qu'au contraire c'est trop développé et que l'intrigue passe au second plan, mais là on ne sait quasiment rien. Encore une fois il y a beaucoup de choses qui se passent sans de lien logique entre eux. Les réactions sont totalement disproportionnées et je comprends pas le pourquoi du comment l'héroïne agit ainsi. L'héroïne j'ai envie de la claquer très rapidement dans le roman quand même. Donc elle m'a royalement gonflée. J'avais qu'une envie, c'était de finir ce livre, j'étais à 2 doigts d'abandonner. J'ai vu qu'il restait 17 pages, donc j'ai dit bon allez pour 17 pages je vais au bout. Mais ça a plus cela a plus relevé de la torture pour moi de lire ce livre que du plaisir. Donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est une espèce de dystopie, mais je sais pas, les codes de cette dystopie et la façon de faire ne m'ont pas plu du tout. Ensuite, Magic Kids de Neil Patrick Harris chez Bayard Jeunesse, donc c'était dans le thème plus de l'illusion, des magiciens, du cirque, donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant, puisque quand j'étais petite, j'aimais bien tout ce qui touchait aux illusions et à la magie. Malheureusement, ça a fait encore une fois un flop. J'ai pas particulièrement aimé, alors oui je me suis attachée au personnage principal. Maintenant j'ai trouvé qu'on allait dans on était dans l'univers du cirque, mais encore une fois, on a repris des clichés. Et cliché, 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 au bout d'un moment ça me saoule. Alors je veux bien qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis, que ça devienne difficile de faire dans l'originalité, mais pourquoi prendre les pires clichés d'une thématique et les regrouper dans un même livre? Éventuellement vous ne savez pas comment faire, prenez-en un, prenez-en deux, ne prenez pas tous les pires clichés qui existent pour regrouper dans le même livre. Pour moi ça a été juste indigeste en fait. Il y avait, c'était les clichés, c'est dans le type de personnage et dans leur réaction en fait. Et j'aurais aimé que ce livre sorte des sentiers battus, que justement pour une fois on nous met pas quelque chose qui soit trop rapide à élucider, qui soit trop simple. Alors oui c'est de la littérature jeunesse, mais c'est pas parce que c'est de la littérature jeunesse qu'on doit leur faciliter la tâche et que hop, ça y est j'ai une idée, ça va tout changer, et hop, 10 pages après c'est terminé. Non,
Je n'ai pas passé un bon moment avec ce titre. Je me suis attachée au personnage principal, dont je ne me souviens plus le nom, mais ça vous avez l'habitude avec moi. Mais hormis lui et son passé qui m'ont touchée, le reste ne m'a pas convaincue. Les choses étaient trop simples, trop rapides. Il y avait trop de clichés et même la plume ne m'a pas spécialement emballée. Par contre, je tiens à souligner deux petites choses. C'est le travail éditorial pour la couverture et la quatrième est vraiment canon, faut le reconnaître. Et à l'intérieur, à la fin de chaque chapitre, vous avez un petit tour de magie qui est expliqué donc pour les enfants, pour leur apprendre à faire des tours. Et puis on leur dit que le seul secret au final, c'est de s'entraîner encore et encore jusqu'à y arriver. Donc ces petits interludes qui permettent d'apprendre des tours de magie aux plus jeunes, ça j'ai trouvé ça intéressant et assez fun. Maintenant voilà, le reste ne m'a pas convaincu. Le tome 2 vient de sortir et je ne le lirai pas. Ensuite on a l'arbre poulpe. Alors je ne sais plus de qui. C'est Anne-Gaëlle Balp et je me demande si ce n'est pas Séverine Vidal, la deuxième autrice, publiée chez Rajo avec une couverture, vous n'allez pas le voir mais la couverture est vraiment toute brillante et plutôt sympa. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa comme univers, etc. Le premier tome parle de drones entre autres, etc. Alors il y a une certaine légende autour de l'arbre poulpe qui était sympa, même si pas assez développée à mon goût. Maintenant c'est plutôt, cette mythologie là m'a plu, mais après voilà, je n'ai pas spécialement aimé la façon dont l'intrigue se passait, l'intrigue se déroulait, comment tout ça s'est fini. Les personnages, je trouve qu'on sait pas suffisamment de choses sur eux pour vraiment s'y attacher, et vous le savez, moi c'est rédhibitoire, si je m'attache pas au personnage, c'est mort. Clairement, l'intrigue, l'univers pourra être excellent. Si je m'attache pas au personnage, il va y avoir une barrière qui va se créer et qui va me creuser un espace très large entre eux et moi. Et du coup, je vais rester totalement extérieure à ce récit. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Après, c'est le seul défaut que je pourrais vraiment donner. C'est ce fossé qui s'est creusé entre les personnages et moi. Et le fait qu'il y a eu... alors moi, je le vois comme des maladresses. Après, c'était peut-être le but des deux autrices, hein, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était maladroit dans la façon d'arriver au dénouement de l'histoire et c'est dommage. Et le dernier livre, c'est pareil, je pense que je vais me faire huer parce que je sais que ce livre a eu d'excellentes critiques. Il s'agit de la trilogie Souvenirs perdus de Samantha Bailly chez Syros. Donc, ayant adoré nos âmes jumelles, nos âmes rebelles, nos âmes plurielles de l'autrice, j'avais très envie de découvrir ce titre. En plus, on nous parle du Léviathan, donc quelque chose dont je n'ai pas encore lu. J'ai bien vu 2-3 films ou séries, je ne sais même plus, qui parlaient de cette créature mythologique, mais en dehors de ça, je n'ai rien lu dessus. Et je ne savais que très peu de choses. Donc ça m'intriguait énormément. Malheureusement, je me suis arrêtée, alors pour vous dire, hein, c'est stupide, hein, mais à 40-45 pages de la fin, parce que clairement, au bout de 4-5 jours, je n'avais pas envie de retourner dedans, même pour finir aussi peu de pages. Donc on a des personnages qui sont isolés sur une île. Ils pensent qu'ils sont coupés du reste du monde et de la civilisation de par la présence d'un Léviathan au large de l'île qui empêche quiconque de rentrer sur l'île et aussi quiconque d'en sortir. Sauf qu'un beau jour, ils retrouvent une étrangère échouée sur la plage qui ne sait plus qui elle est, qui ne sait pas d'où elle vient. Elle ne sait vraiment plus rien, elle n'a plus de mémoire. Ils vont donc lui trouver un surnom pour pouvoir quand même l'appeler et communiquer avec elle le temps que ses souvenirs reviennent, s'ils reviennent. Et un des héros, c'est une tête brûlée, hein, clairement. Il se met toujours tout le monde à dos, il pense toujours que c'est lui qui a la science infuse, etc. Et il va mettre notre héroïne principale ainsi que cette étrangère dans un danger qu'ils n'avaient pas mesuré et dans des situations qui vont s'avérer très dangereuses pour eux. Malheureusement, encore une fois, voilà, pas d'attachement au personnage. Le seul personnage auquel je me suis attachée, c'est la petite sœur de notre héroïne qu'on voit au début du roman et qu'après on ne voit plus. Bizarrement, c'est elle que j'aurais préféré suivre. Je trouve que la mythologie autour du Léviathan, en fait, on parle du Léviathan, mais on ne sait quasiment rien sur lui. On ne sait pas pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il est censé apporter, qu'est-ce qu'il est censé bloquer, auquel cas dans le cas contraire, hein. On ne sait quasiment rien sur lui. Et puis je sais pas, notre héroïne est peut-être trop
trop dans le suivi de ce qu'on lui a toujours inculqué. Elle ne jure que par ça et refuse d'entendre ou de voir quoi que ce soit d'autre. Notre héros est complètement insupportable. On a juste envie de lui foutre une baffe pour lui remettre les idées en place et qu'il se détende un peu. Parce qu'il en devient très agaçant et limite des fois agressif avec les autres. Alors tout le monde ne partage peut-être pas son avis, mais c'est pas en hurlant sur les autres et en les agressant verbalement qu'il va arriver à à leur faire ouvrir les yeux et à peut-être voir les choses sous un autre angle. Enfin, moi perso, vous me faites ça, ça marchera pas avec moi. Hein. Si vous commencez à me gueuler dessus, c'est mort, allez vous faire un sac, quoi, hein, clairement. Et voilà, je sais pas, il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée et au final, il n'y a qu'un personnage auquel je me suis attachée et on le perd de vue au bout de 50-60 pages. Voilà. Donc j'avais pas envie de retourner dans l'univers. Personnellement, ce qui arrive au personnage, je m'en foutais. J'avais pas envie d'apprendre ce que je voulais savoir sur le Léviathan dans le 3e tome. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on le saura. Mais moi, les informations, je les voulais dans le 1er tome. Je veux dire, en général, le 1er tome est un tome qui est quand même plus introductif, qui permet de poser les bases de l'univers, la mythologie, développer les personnages. Et ça n'a pas été le cas. Donc moi, c'est pas dans un autre tome que je voulais savoir ça. C'était tout de suite. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai préféré laisser tomber. Et puis c'est comme ça. C'est pas grave. Voilà, ma vidéo sur les 16 nouvelles sagas que j'ai décidé d'abandonner est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres, ce que vous en avez pensé. Je m'attends dans les commentaires à avoir beaucoup plus d'avis contradictoires au mien que dans le même sens que le mien parce que je me suis quand même attaquée pour certains titres à des titres qui sont très vendus ou qui ont été très vendus, qui ont été beaucoup appréciés si ce n'est pas des coups de cœur. Donc je m'attends bien à ce que les gens ne soient pas forcément d'accord avec moi. Mais d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire pourquoi, qu'est-ce que vous avez ressenti à la lecture de ces titres, qu'est-ce qui vous a plu en comparaison de ce que moi m'a pas plu. Je serais curieuse de voir qu'est-ce qui a pu plaire dans ces titres. Parce que je me dis, s'ils ont été aussi encensés, c'est qu'il y a forcément des choses qui ont semblé intéressantes, peut-être innovantes, ou bien fait aux autres lecteurs qui se sont jetés dessus. Donc je serais toujours intéressée d'avoir des avis contraires aux miens. Tant que ça reste dans la bienveillance et dans le respect, je n'y vois aucun problème. Et si comme moi, c'est des livres que vous avez décidé d'arrêter, soit en plein milieu de tome, soit de la série, n'hésitez pas à me dire si vos raisons sont exactement les mêmes que les miennes, ou si vous, c'était pour d'autres raisons que vous avez préféré abandonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.